la diversification des partenaires stratégiques en allant vers le monde multipolaire. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est l'Iran et c'est même le Brésil. Il faut aller vers ces mondes-là. Et au niveau africain, il faut se tourner davantage vers l'alliance des États du Sahel, notamment avec les présidents Abdourahmane Chani, avec les présidents Assimi Goïta, avec les présidents Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, vous avez des supporters par exemple du football club Paris Saint-Germain qui aujourd'hui ont initié une pétition qui consiste à demander à la direction du Paris Saint-Germain de retirer les contrats avec l'agence touristique rwandaise et évite que leur club ne puisse porter des maillots floqués visite Rwanda. C'est scientifiquement prouvé que Kagame, avec son régime, les régimes rwandais, sont ceux qui sèment désolation en République démocratique du Congo, malheureusement, pour servir des intérêts de certaines puissances occidentales. Toujours les jeunes abonnés. D'une part, c'était un discours attendu par les peuples congolais. Je pense que de manière globale, en ce qui concerne l'horizon 2023, le président de la République, sans le dire, nous avons perçu de la détermination, mais aussi la gravité et la mesure de la situation qu'il a pu évaluer pour pouvoir s'adresser à la population congolaise. Et dans ces discours du président de la République, il y a quelque chose de majeur que Horizon a retenu. Il s'agit, en ce qui nous concerne, notamment de la riposte qui est déjà en train de s'organiser pour pouvoir rétablir l'ordre et bouter hors du territoire national et de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, en dehors de notre territoire. La deuxième chose, la plus importante aussi que je retiens, c'est la conclusion ou sinon les leçons tirées par le président de la République par rapport à l'attitude de la communauté internationale, qui est une attitude plus ou moins passive, une attitude, comme lui-même l'a dit, qui frise la complicité. Et ici, nous pensons que le président de la République a totalement raison parce que depuis un certain avec M. Patrick Mouyaya, ministre et porte-parole du gouvernement, organise un briefing comme ils ont l'habitude de l'organiser pour nous dire très concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réduction des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs. Les ministres touchaient combien ils ont maintenant, quels étaient les frais de fonctionnement des différentes institutions, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, présidence de la République, et ainsi de suite, et à quel niveau ils ont réduit cela, de sorte à ce que nous puissions consentir l'essentiel de nos efforts sur la guerre que nous avons. Nous sommes en guerre. L'autre chose aussi, c'est que nous retenons ici dans les discours du président, c'est éventuellement les remerciements vers la mission de la SADC, notamment avec les leaderships de l'Afrique du Sud, qui, jusqu'à preuve du contraire, montre à la face du monde qu'il est ici question d'étudier la possibilité de mettre hors état de nuire M. Kagame avec son régime, parce que la guerre ici, elle n'est pas qu'une guerre congolaise, c'est une guerre qui risque d'embraser la sous-région de l'Afrique centrale, parce que imaginez-vous que s'il doit y avoir déplacement des populations, facilement nous aurons des populations congolaises qui vont se déplacer vers la Centrafrique, qui vont se déplacer vers les Cameroun, qui vont se déplacer vers les Congo-Brazzaville, qui vont se déplacer vers les Tchad. Et donc il y aura un embrasement de la sous-région. Et comme un certain nombre de pays de la sous-région sont également frontaliers avec des pays de d'autres sous-régions, notamment les Tchad, qui n'est pas trop loin du Niger, et ainsi de suite. Donc c'est une crise africaine. Il faut mettre hors état de nuire M. Kagame. Il faut arrêter M. Kagame dans l'idée hégémonique qu'il a au niveau non seulement régional, mais au niveau de l'Afrique. Ici, nous voudrions
voudrions demander au président de la République de trouver des possibilités de prendre dans un certain moment, dans un premier temps, des distances avec l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine, aussi bien sur des questions du Sahel, sur des questions du Soudan, sur des questions de l'Algérie, aujourd'hui de la Libye, aujourd'hui c'est le Congo, depuis près de 3 décennies, l'Union africaine n'a pas de capacité aujourd'hui pour pouvoir imposer et apporter la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine peine à désigner formellement, officiellement et ouvertement les Rwandais comme faiseurs des morts et des désolations en République démocratique du Congo. Il faut exiger de fermeté, de la clarté, plutôt que laisser l'Union africaine dans l'ambiguïté qu'ils sont en train d'entretenir. Donc pour nous, ce discours est un discours qui a été au plan militaire déterminant, mais également au plan interne, en termes de cohésion. Je pense que ce discours est allé dans le sens de rassembler, parce que le président de la République a appelé les uns et les autres, les sensibilités politiques, la société civile, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, à unir nos forces pour goûter l'ennemi hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous avez évoqué ici la mission de la SADC, de l'Union africaine, également de l'économie de guerre. Mais est-ce que le chef d'État a employé les mots qu'il fallait? Il a fait une similarité en disant nous allons riposter. Dès lors que le peuple attendait peut-être que non, voilà, cette fois-ci, nous déclarons la guerre officiellement. Pourquoi cette similarité au lieu de placer les mots qu'il faut, question de temps soit paix, soulager cette population, particulièrement celle de l'Est du pays? On a besoin aujourd'hui de déclarer la guerre puisque nous y sommes déjà. Nous y sommes, nous avons une armée étrangère sur les sols congolais. Et les textes de droit international disposent de la légitime défense. Et aujourd'hui, nous sommes en droit et en position de pouvoir légitimement nous défendre et défendre l'intégrité de notre territoire. Et ça, c'est pertinent. Et les chefs de l'État, avec un ton ferme, en montrant tout de suite qu'une riposte rigoureuse, proportionnelle, est en train de s'organiser, je pense que ceci est une réponse justement à nous, Congolais, qui attendions que les chefs de l'État déclarent la guerre, parce que même nous, Horizon 2023, nous l'avions demandé au président de la République de déclarer la guerre, mais je pense que ces points évoqués par le président de la République, justement en rapport avec la riposte, la réponse, elle est là. Pensez-vous que ces régimes a démontré ses limites de lors que le chef de l'État a couru ça et là, question de chercher la diplomatie agissante, comme on le disait, mais cette fois-ci, cette diplomatie n'a pas marché. On nous dire que le chef de l'État a été roulé par cette tactique diplomatique. Écoutez, moi je suis diplomate de formation, je puis vous dire qu'aucune guerre au monde ne s'est terminée sans la diplomatie. La diplomatie, il faut la faire et il faut la faire encore, d'une part. D'autre part, oui, nous ne pouvons pas dire, déjà il y a des victoires dans l'action diplomatique du président de la République, notamment, vous êtes sans ignorer qu'avant l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, aucun pays à travers le monde, aucune organisation mondiale n'avait clairement reconnu les Rwandais comme faisant partie des tireurs des ficelles dans les conflits armés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'action diplomatique de Félix Tshisekedi a eu l'avantage de faire en sorte que, point n'est besoin, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que Kagame, avec son régime, les régimes rwandais, sont ceux qui sèment désolation en République démocratique du Congo, malheureusement, pour servir des intérêts de certaines puissances occidentales. Vous êtes sans ignorer que l'Union européenne a signé un contrat commercial des minerais stratégiques avec le Rwanda, alors que les sous-sols du Rwanda ne possèdent pas ces minerais-là. Et donc, aujourd'hui, que l'Union européenne, que les Nations Unies, que les différents pays, hier encore c'était le président Joao Lourenço, qui finalement a cité nommément les Rwandais. Ça, c'est une victoire diplomatique, de sorte que c'est connu à travers le monde. Je vais même prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez des supporters par exemple du football club Paris Saint-Germain qui aujourd'hui ont initié une pétition qui consiste à demander à la direction du Paris Saint-Germain
de retirer les contrats avec l'agence touristique rwandaise et évite que leur club ne puisse porter des maillots floqués visite Rwanda. Je pense que de ces points de vue-là, au niveau communicationnel, au niveau de la reconnaissance de l'implication du Rwanda, ça c'est une victoire diplomatique. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est des sanctions, mais exactement des actions concrètes sur terrain. Malheureusement, de ces points de vue-là, ce n'est pas encore arrivé. Le président de la République l'a dit hier, que nous prenons acte de cette attitude qui frise la complicité de la communauté internationale face à ce que nous sommes en train de commettre. Mais maintenant, il nous appartient à nous, Congolais, de nous prendre en charge avec des partenaires plus ou moins fiables qui tiennent à accompagner la République démocratique du Congo à retrouver sa souveraineté et à récupérer l'intégrité de son territoire. C'est pour ça que nous proposons, encore une fois de plus, la diversification des partenaires stratégiques en allant vers le monde multipolaire. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est l'Iran et c'est même le Brésil. Il faut aller vers ces mondes-là. Et au niveau africain, il faut se tourner davantage vers l'alliance des États du Sahel, notamment avec les présidents Abdourahmane Chani, avec les présidents Assimi Goïta, avec les présidents Ibrahim Traoré. D'autant plus que très bientôt, probablement, cette alliance va s'agrandir avec 2-3 pays qui probablement d'ici là vont intégrer l'alliance des États du Sahel. Voilà. Vous parlez, vous demandez au chef d'État de prendre distance avec l'Union africaine. Qu'est-ce qui a motivé cette demande du chef d'État dès lors qu'il y a une probable rencontre entre le chef d'État Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame sous la médiation de Lorenzo et le président de l'Afrique du Sud? Mais nous sommes en train de vouloir prendre les mêmes choses et puis recommencer et attendre un résultat différent. Nous sommes en guerre. Nous sommes aujourd'hui à Goma, nous perdons des militaires, nous perdons la population. Kagame veut venir dans les discussions que lui-même sabote par contre. Parce que je pense, si je ne m'abuse, les 23 ou les 13 décembre, ces échanges auront déjà eu lieu, notamment à Rwanda, sous les auspices du président Lorenzo. Mais quel est le président qui a boycotté cette rencontre? C'est bien le président Kagame. Mais il boycotte, mais lui, il est sur terrain, il gagne du terrain. Nous devons pouvoir nous comporter de la même manière. La force, à un certain moment, elle ne peut qu'écouter la force. Nous pensons qu'il faut, mais vraiment, comme le président de la République l'a dit, il faut non seulement riposter, mais il faut se mettre en position d'attaquer, d'anticiper, pour que plus jamais ces genres de comportements ne se reproduisent par un pays de 16-18 millions d'habitants qui ensanglante un pays de 120 millions, même de 200 millions, parce que personne n'a compté les habitants qui sont dans la forêt, en République démocratique du Congo. C'est depuis le mardi soir que le chef de l'État a nommé le gouverneur militaire, le général Kaboul, qui a remplacé le général Sirimon Paix à son âme. Quelle peut être votre réaction par rapport à ces nominations pour la province du... C'est une réaction positive dans la mesure où l'État devrait continuer à fonctionner et qu'il fallait absolument imposer l'autorité de l'État, le rétablissement de l'autorité de l'État à travers ses dirigeants au niveau de la province du Nord Kivu. Donc il était important que les présidents de la République prennent cette décision qui nomme une nouvelle administration au niveau de la province du Nord Kivu, notamment son gouverneur. Votre message direct à ces gouverneurs, parce qu'on nous a parlé l'autre fois de la trahison, des pièges qui a fait à ce que le général Sirimon qui est tombé en malade. Alors quel peut être votre conseil vis-à-vis de ces nouveaux gouverneurs? Ce que je peux apporter, pas conseil, je n'ai pas la prétention ici, voilà, mais tout ce que je peux, lui comme compatriote, comme patriote congolais, c'est ce que Laurent Désiré Kabila avait dit, ça veut dire ne jamais trahir les Congos. Donc ce que je peux lui demander, c'est un, de ne pas trahir les Congos, deux, mais vraiment de prendre le courage, parce que la population congolaise en général, mais celle des Goma, du Nord Kivu en particulier, compte sur lui, sur son sens élevé du patriotisme
pour, ensemble, aux côtés du commandant suprême, lutter dehors l'ennemi et apporter la calmie dans la province du Nord Kivu et à Goma également. En tant que votre message à la population congolaise, et surtout face à ce qui s'est passé dernièrement, les actes de vandalisme que la population a manifesté suite à leur colère par rapport à ce qui s'est passé à Goma. On ne peut pas encourager les actes de vandalisme, mais j'encourage toute activité d'éveil patriotique. Donc ici, j'en appelle à tout type d'activité d'éveil patriotique quand ça ne conduit pas au vandalisme, au pillage. À partir de cet instant, nous Congolais, du Grand Katanga, du Grand Kivu, du Grand Équateur, du Grand Bandundu, du Congo central, du Grand Kasaï, de Kinshasa, du Grand Nord, nous devons être éveillés, s'approprier aujourd'hui notre processus de récupération de notre territoire national et s'assurer que le Rwanda ne soit plus à l'aise. C'est le message que j'adresse à mes compatriotes congolais. L'éveil patriotique. Nous devons rester à l'éveil. Les étudiants, les mamans maraîchères, les pasteurs, tout le monde, les journalistes que vous êtes, les médias, nous devons tous d'ores et déjà rester en veille patriotique et se liguer derrière les commandants suprêmes pour s'assurer de sauvegarder la patrie. Voilà, avant de finir, pour parler spécialement de l'horizon 2023, une question, plusieurs difficultés évoquées par les FARDC sur terrain. Ils évoquent plusieurs difficultés, entre autres le ravitaillement en munitions, ravitaillement en ration et tout. Est-ce que l'État ou les autorités de notre armée sont-elles préparées à faire la guerre sur terrain au regard de ces éléments évoqués ici? Si je peux ajouter par rapport à ça, d'ailleurs la population de Goma, au travers d'une vidéo comme ça, les M23 ne demandent pas de l'argent alors que le FARDC leur menace en prenant leur argent et leur bien, tandis que les M23 ne demandent pas de l'argent. Bon, déjà, je ne vais pas commenter les spéculations, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, premièrement. Deuxièmement, la question que vous posez sur les ravitaillements en termes de logistique, je pense que nous sommes sur des questions assez sensibles. Tout ce que nous pouvons dire en ce moment, c'est chaque Congolais, qui qu'il soit, et particulièrement à nos autorités, Madame la Première ministre, Messieurs, Mesdames les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, les Sénats, prenez vos responsabilités. La priorité des priorités en République démocratique du Congo maintenant s'appelle l'armée, la police et les services de sécurité. C'est ça notre priorité aujourd'hui. Chacun à sa place, chaque autorité doit prendre ses responsabilités. Et nous mettons en garde aussi bien les autorités militaires, policières et des autorités civiles qui détourneraient l'argent destiné aux militaires, l'argent destiné à la guerre. Nous les mettons en garde et je pense que le ministre d'État, probablement qui nous suivra, prendra des dispositions pour que la peine de mort s'applique à ceux et ceux qui vont s'aventurer pendant cette période de détourner l'argent destiné à nos vaillants militaires et à la logistique de notre armée. Pour des FARDC, il y a beaucoup de structures d'horizon 2023. On organise quoi par rapport à cela? Merci beaucoup madame. Demain vendredi 31 décembre, Horizon 2023, ici à son siège, organise les lancements des collectes des fonds ici. Ça partira sur un temps, sur un moment, de sorte que nous puissions acheminer à la fin, à la clôture de cette campagne, nous puissions acheminer ces fonds vers les qui des droits, de sorte à pouvoir soutenir notre armée. Mais je voudrais ici, à travers votre question, rappeler que ça ne sera pas la première fois qu'Horizon 2023 agisse en faveur de nos militaires, notamment ceux du Nord Kivu, parce que l'actuel porte-parole des forces armées, le général Sylvain Ekenge, et même celui qui nous a reçus au Nord Kivu, au gouvernorat du Nord Kivu, je pense que c'était en début 2023, où nous étions allés déjà remettre un don d'Horizon 2023
2023 à nos vaillants militaires là-bas dans les Nord Kivu. Voilà. Une question, peut-être avant de finir. Est-ce qu'on peut dire que l'horizon 23 est une structure née d'une circonstance? Horizon 2023 n'est pas une structure née. Oui, je peux dire oui, une circonstance, parce que, vous savez, les idées ne viennent que pour répondre à des problèmes qui se posent dans la société. Donc, Horizon 2023, cette plateforme politique est née pour répondre à un problème ou à un certain nombre de problèmes qui se posent en République démocratique du Congo. Des problèmes de moralité, c'est-à-dire la moralisation de la vie politique en République démocratique du Congo. Deuxièmement, la prolifération des partis politiques, qu'on peut qualifier des partis alimentaires et des partis mallettes, parce que vous vous rappelez que avant les élections de décembre 2023, le ministère de l'Intérieur transmettait une liste de 910 partis politiques à la Commission électorale nationale indépendante, mais vous et moi savons qu'en République démocratique du Congo et à Kinshasa, nous n'avons pas 910 bureaux des partis politiques. Et donc, il faut assainir ces secteurs-là. Ça, c'est aussi un de nos objectifs. Si jamais nous arrivons à la gouvernance, où nous avons des possibilités de faire passer nos propositions auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, auprès des parlementaires. Mais surtout, l'objectif ici, c'est arriver au bout à obtenir les renouvellements de la classe politique. Parce que la classe politique congolaise actuelle, permettez-moi de dire qu'elle a échoué. À partir du moment où elle a échoué, comme on dit, l'équipe qui gagne, on ne la change pas, mais celle qui perd, on la change. Aujourd'hui, il faut changer. La guerre que nous avons, elle dure depuis 30 ans. Mais vous avez des dirigeants qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui durent depuis plus de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque part un problème. Et donc, oui, Horizon est né par rapport à un certain nombre de circonstances, dans un contexte bien donné, avec une vision, avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et nous sommes en train d'y travailler. Quelles sont les perspectives d'avenir? Écoutez, les perspectives d'avenir pour Horizon 2023, c'est d'une part continuer ce que nous avons commencé en 2024, c'est-à-dire continuer à engranger les partenariats politiques avec les Africains, avec d'autres organisations politiques africaines qui aujourd'hui sont inscrits dans la dynamique souverainiste de l'Afrique. C'est ainsi que nous avons été au Sénégal. Nous remercions ici, à travers votre micro, encore une fois de plus, le Premier ministre Ousmane Sonko et tout son parti, les PASTEF, qui nous ont réussi, avec lesquels nous avons fait des partenariats politiques. C'est ainsi que nous remercions les autorités maliennes qui nous ont reçus au Mali. C'est ainsi que nous remercions les autorités nigériennes, notamment son Excellence Aboudraman Chani, le président de la République du Niger et président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, comme vous pouvez le voir à travers les images. Nous remercions et les perspectives, c'est poursuivre cet élan, mais deuxièmement, c'est de nous préparer par rapport aux échéances de 2028. Mais également, d'abord et avant tout, à nous battre pour la stabilité sécuritaire, sociale de notre pays à travers ce deuxième mandat du président de la République que nous accompagnons. Voilà, avant de lancer votre message de la fin, un message d'abord à l'opposition congolaise au regard de cette guerre. Écoutez, je pense que le contexte actuel est un contexte où nous devons parler plutôt de l'union qui fait la force. Le contexte actuel ne nous appelle pas à parler de l'opposition, de la majorité, de l'union sacrée, non. Aujourd'hui, nous devons parler patrie, nous devons parler patriotisme, nous devons parler unité, nous devons parler cohésion nationale. Nous devons promouvoir les vivre ensemble. Une fois qu'on aura vaincu l'ennemi, qu'on aura stabilisé l'Est de notre pays, nous pouvons revenir à nos moutons. Mais pour le moment, Horizon 2023 lance un appel à la cohésion nationale, au vivre ensemble, à l'unité nationale et ranger derrière les commandants suprêmes des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus tard, vous reviendrez, je pourrai vous répondre sur cette question de position. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, Martin Fayoulou, mon aîné Martin Fayoulou, mon aîné Moïse Katumbi, mon ami et frère Dédis Sanga et tous les autres doivent se ranger
aujourd'hui sur cette bataille patriotique que nous avons, de libérer d'abord notre pays et puis le reste, nous en parlerons après. Voilà, merci beaucoup, Messie et Dadi Mouetissoka. Nous sommes partis par la fin. Mais une question qui est liée à votre, je ne sais pas, slogan ou vision par rapport au deuxième mandat du chef de l'État. Vous avez dit, le deuxième mandat, c'est un mandat d'espoir. Au regard de cette guerre, la population de Goma est meurtrie et cette population réclame aujourd'hui que face à cette guerre, l'ancien président vaut mieux que la tuer. Ben, encore une fois de plus, je ne réagis pas à des émotions. Moi, je suis politique. Moi, je me veux être un homme d'État. Un homme d'État, il ne parle pas avec l'état d'âme. Un homme d'État parle avec l'âme d'État. Par conséquent, je ne commente pas les réseaux sociaux, je ne commente pas les commentaires de la rue. Je me veux plutôt rester cohérent. Je pense que chaque Congolais et Congolaise a une contribution, a une pierre à apporter dans la reconstruction de notre pays. Souvenez-vous que Patrice Emery Lumumba nous a laissé un testament. Et dans ce testament, il est dit que l'histoire du Congo sera réécrite par les Congolais. Est-ce que sommes-nous pas arrivés à l'ère de la responsabilité qui incombe à chaque Congolaise et Congolais dans le sens de réécrire cette histoire et tirer les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est entre autres le fait que nous avons toujours, mais alors constamment, été divisés. Et je pense même que M. Paul Kagame est pertinemment conscient de cette propension des Congolais à se diviser entre eux, de la cupidité qui ronge la société congolaise, et c'est cela qui justifie même la traîtrise des Congolaises et des Congolais face à leur patrie. Et donc ici, moi, personnellement, me voulant homme d'État, je voudrais parler comme un homme d'État, avec fermeté, avec droiture, mais avec rigueur. Merci beaucoup, M. Dadi Mouetissoka. Nous sommes à la fin. Un message particulier à tout le monde qui nous suit simplement et particulièrement à celle de votre groupe. À mes frères, à mes soeurs, à mes papas, à mes parents des Gobans, premièrement, nous sommes ensemble avec vous. Nous n'allons jamais vous lâcher. Je voudrais vous rassurer que vous êtes à Goma, mais nous sommes à Goma avec vous. Nous sommes à Goma avec vous. Nous sommes tous au front. Nous sommes tous au front. Chacun en ce qui lui concerne. À Kinshasa et à travers les pays, chacun est au front pour libérer notre pays, pour libérer les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri et pacifier l'ensemble de notre territoire national. Et au reste de Congolais à travers le monde, mais surtout de la diaspora, merci, surtout pour nos frères, nos sœurs de la diaspora, merci d'assiéger toutes les institutions européennes, toutes les institutions internationales pour obtenir des sanctions face à l'ennemi, contre l'ennemi, pour obtenir des sanctions contre l'ennemi qui n'a fait que durer sur les sols de nos aïeux. Merci, M. Dadi Mouetissoka. Merci. Toujours les jeunes abonnés.